Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez à merveille. Vous avez été des milliers à m'avoir écrit à la suite de l'annonce que j'avais faite sur mon intention de signer un contrat avec une entreprise de presse en Occident et d'aller couvrir un conflit au Moyen-Orient. Vous avez été nombreux à dire que c'était une décision suicidaire et à me demander de renoncer à cette décision et de prendre mon mal en patience. Depuis 72 heures pratiquement, je ne dors pas parce que il faut lire les messages. Je suis de ceux qui ont l'habitude de prendre des décisions et d'écouter aussi le son des cloches discordants en face. Et vous avez été nombreux à me demander de réfléchir à une autre alternative. Ok, je vous ai compris. Mais je voudrais que les uns et les autres comprennent que dans la vie, on prend souvent des décisions pour assurer sa dignité. Et que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on prend certaines décisions parce que on veut jouer les meilleurs, les best. Non. Parce que moi, je choisis le chemin de la dignité depuis mon jeune âge et il est difficile d'être assujetti ou d'être dans une sorte de mini-prison. Je ne suis pas de cela.
Je l'ai dit, depuis l'âge de 15 ans, je suis quelqu'un qui s'assume, ne dépendant pas des parents. Alors qu'à cet âge, je sais qu'ils sont nombreux qui dépendent de leurs parents. Mais moi, dès la mort de mon père, j'ai appris à me battre, à mener ce terrible combat contre la vie. Et la vie ne m'a jamais fait de cadeaux. La vie ne m'a jamais fait de cadeaux parce que tout, je l'arrache au terme d'une lutte. D'une lutte avec des personnes qui parfois ne partagent pas mes convictions. Des personnes qui souvent pensent que je viens leur faire la pige. Donc, je vous ai compris. On va continuer ensemble ce long chemin, ce long et douloureux chemin vers la libération du Gabon. Il est évident que si j'étais parti, si j'avais signé le contrat que j'étais parti, je n'aurais plus eu le temps de me pencher sur la situation du Gabon. Parce que le combat au quotidien devait être d'abord la survie en zone de conflit. Je ne peux pas m'occuper à la fois de ma sécurité et aussi de la situation au Gabon. Parce que l'éléphant ne peut pas courir et se gratter les fesses en même temps. L'éléphant ne peut pas courir et se gratter les fesses en même temps. Donc, je suis là, dans ce combat pour lequel j'ai sacrifié toute ma vie. Même s'il y a des plaisantins, même s'il y a des faquins qui tentent de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Ça, on est habitué, les Gabonais, dans leur vilainie, ils sont comme ça. Quand vous les gênez dans leurs manœuvres dilatoires au dessein inavoué, ils vous font passer pour ce que vous n'êtes pas. Donc, on va continuer. Mes prises de position seront, comme ça a toujours été, des moyens de pousser le gouvernement à plus de responsabilités. Mes prises de position seront une petite tape sur les épaules pour réconforter ceux qui sont en détresse. J'ai toujours accompagné de nombreux Gabonais dans ces longs cheminements. Et je vais le faire. Ce n'est pas le moment d'arrêter ça. Parce que tant que la marche n'est pas terminée, le balancement des bras ne finit pas. J'ai conscience que ma famille paye un lourd tribut de mon engagement dans cette lutte, ce terrain montagneux où se confrontent motifs d'inquiétude et raisons d'espérer. Parce qu'on a l'impression de ne pas apercevoir le bout du tunnel. À chaque fois qu'il y a des raisons d'espérer, surgissent des motifs d'inquiétude. Parce qu'on fait un pas en avant, deux en arrière. Et c'est l'aspect le plus compliqué dans un combat. Et surtout quand on est celui qui a pris le chemin escarpé de l'exil. Parce qu'en exil, le chemin, c'est un chemin douloureux. Un chemin hérissé des difficultés. On sait quand on est arrivé, on ne sait pas quand est son repart. Et c'est l'aspect le plus pénible moralement. Parce que pour quelqu'un qui est habitué à un train de vie, à un standing, à des commodités et à sa culture aussi, à fréquenter certaines personnes, ça devient un lourd fardeau quotidien à porter. Et souvent, les gens ne mesurent pas le poids de ces comportements. Ce n'est pas parce que je ne viens pas chaque jour ici pour venir dire que je souffre de telles privations que je n'en souffre pas. Non. C'est parce qu'il vit dans l'eau qu'on ne voit pas les larmes du poisson qui pleure. C'est parce qu'il vit dans l'eau qu'on ne voit pas les larmes du poisson qui pleure. Je suis aussi malheureux comme bien d'autres, surtout lorsqu'on est privé de ses enfants. Lorsqu'on n'a pas ses enfants à ses côtés, on a construit une famille. Et lorsqu'on arrive en exil pour essayer de reconstruire, c'est l'œuvre la plus difficile à mener. Se remettre à reconstruire, c'est compliqué et surtout sur le plan
conjugale, c'est l'aspect le plus difficile. Se mettre à rebâtir parce que il faut trouver une personne qui te sied, une personne qui partage même les aspirations que toi, une personne qui est soucieuse aussi de tes conditions sécuritaires, tout ça. Ça fait des choses. Mais ça, les gens ne voient pas. Ils ne voient que le travail qu'on doit leur fournir au quotidien. Ils ne voient pas que il y a un état d'esprit qu'il va falloir adopter. Bon, je pense ça sur moi. Je vous ai compris. J'ai vu des messages très tristes. Le dernier est arrivé il n'y a pas 30 minutes. Le dernier est arrivé il n'y a pas 30 minutes. Ça m'a beaucoup touché. Je l'ai vu tout à l'heure là. Et bon, je comprends l'amertume des gens parce que je vais vous le lire, ça m'a beaucoup touché. C'est une dame qui n'est pas une petite fille, mais elle m'appelle papa par respect, je crois. Bonjour papa, je viens avec les larmes aux yeux te dire pardon, pardon, pardon pour nous. Nous ne méritons pas ton sacrifice. Le peuple gabonais est ingrat, pardon, ne signe pas ces contrats. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je vais fléchir les genoux pour invoquer Dieu et les dieux de nos terres. Le contrat là ne sera pas signé. Que cela disparaisse pour que tu ne signes pas. Pardon papa. J'espère que ça va ce matin. Que Dieu te protège et qu'il veille sur toi. C'est touchant. Lorsque vous avez des gens qui vous portent dans leur cœur, c'est aussi une protection. Parce que ces gens prient au quotidien. Même quand vous sentez que vous n'avez pas de bouclier, mais un animal sans queue, c'est Dieu qui nous chasse les mouches. Donc, vous avez des gens comme ça qui sont là, qui reconnaissent la valeur du travail que je fais. Même quand des plaisantins tentent de les distraire pour faire le lit à l'oppresseur. Parce que beaucoup sont de connivence avec l'oppresseur. Donc, leur travail consiste à tirer le tapis sur lequel je marche pour que je tombe. Parce que je fais ombrage à beaucoup d'entre eux. Donc, j'ai compris, vos messages sont nombreux. J'ai eu plus de 3000 messages sur WhatsApp, les deux WhatsApp du balcon, sur tous les comptes Facebook, Messenger, au point où je n'arrivais même plus à dormir parce qu'à un moment donné, j'étais obligé de couper les téléphones, de ne même plus répondre à mes enfants. On ne peut pas imaginer. Parce que bon, les premières victimes, ce sont eux. Mais en dehors des mots que j'avais alignés dans ma lettre, que j'étais obligé d'ailleurs de retirer parce que ils ont perçu ça comme un chant de cygne. C'était pas mal, c'était pas bienvenu pour eux, mais moi je me dois de préparer psychologiquement à toute épreuve parce que, comme je vous l'ai dit, l'exil c'est un saut dans l'inconnu. On ne sait pas à quel moment on repartira, on ne sait pas si on repartira encore dans son pays, ou on ne sait pas si on repartira dans un cercueil. Tout ça, ce sont des interrogations, il n'y a que Dieu seul qui sait ça. Surtout lorsque vous avez un nombre croissant d'ennemis dans votre entourage, des personnes qui passent leur temps à pactiser avec l'adversaire pour vous fragiliser. Donc, il y a des raisons d'avoir ces appréhensions. On est humain. Mais je vais apprendre toujours à cacher la peur derrière le masque de l'audace. Parce que c'est un combat périlleux. Beaucoup ont laissé leur vie dans ce combat, n'ont pas pu voir la libération du Gabon. Moi, je la sens proche. Mon souhait, c'est que je sois là, avec vous, pour qu'on puisse savourer les délices de cette libération, les délices de la liberté. Parce que le peuple gabonais mérite mieux que ça. C'est d'ailleurs le sens de mon engagement sur ce terrain montagneux, parce que je me dis, on ne mérite pas ça. J'ai vu encore une vidéo de la Guinée équatoriale. J'ai eu des larmes aux yeux, parce que cette petite Guinée équatoriale n'avait pas les mêmes acquis que nous il y a 20 ans en arrière. Mais aujourd'hui, avec un peu plus de conscience citoyenne, la Guinée équatoriale est engagée sur la voie du progrès qui consiste à vouloir faire que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est mon souhait pour le Gabon. Mon combat est incompris. Mais je crois que les gens comprennent, mais font semblant de ne pas me comprendre. Parce que j'ai vu, à la suite de ma décision de partir au Moyen-Orient,
j'ai vu des gens du pouvoir m'écrire à travers le Facebook Messenger ou bien à travers Facebook. Dire non, 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 tout sauf ça parce que nous allons nous sentir responsables de ce qui va t'arriver. C'est un suicide, oui, j'en suis conscient, c'est un suicide. Parce que dans un pays où depuis 2011, on a tué 690 journalistes, et souvent des peaux blanches, c'est pas quelqu'un de peau noire qui pourrait échapper. J'en suis conscient quand je prends certaines décisions. Mais c'est ça aussi la voie de l'homme. Parfois, ne pas reculer parce qu'on se dit vaut mieux aller au tombeau avec sa dignité que de... Je vous avais dit que si je dois mourir en brousse, que ce soit le lion qui me tue. Si je dois mourir en brousse, que ce soit le lion qui me tue. Donc, je mesure pleinement votre attachement à ma personne. Je mesure aussi pleinement votre attachement à la liberté. Et je mesure aussi la responsabilité qui est la mienne dans cette période historique de notre pays. J'ai eu un entretien ce matin avec un aîné qui a été ministre et qui se trouve aujourd'hui en France pour des raisons médicales. On a eu un entretien de plus d'1 heure de temps au téléphone et porter des conseils. Et j'ai senti en lui aussi cette confiance placée en la jeunesse dont je fais partie et à laquelle j'ai dédié le combat pour la libération du Gabon, que je mène depuis l'âge de 15 ans. Donc, nous sommes tombés d'accord sur certains points et j'ai senti aussi en lui cette volonté de voir un Gabon nouveau débarrassé des oripeaux qui l'empêchent, qui le maintiennent aux antipodes du progrès. Donc, c'est une volonté partagée. Donc, le combat que nous menons, ce n'est plus un combat seulement de seuls opposants. Parce que la grande erreur que nous commettons aujourd'hui, c'est celle de penser que c'est un combat de seuls opposants. C'est un combat de tous les Gabonais qui aspirent à la liberté, qui aspirent au bien-être comme tout le monde. Parce que le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Donc, je vous ai compris. Je vais essayer de réfléchir à d'autres alternatives. Je vais surseoir d'abord ce projet. Peut-être aura-t-il lieu dans quelques années, on ne sait jamais. C'est le destin. Mais pour le moment, je peux vous garantir que je reste avec vous dans ce combat âpre contre les satrapes qui ont pris en otage notre pays. Je sais que c'était aussi un plaisir pour eux d'être débarrassés de quelqu'un de gênant, quelqu'un qui les dépouille, qui les dépiote au quotidien. Donc s'il va sur un terrain où il peut laisser sa vie, c'est aussi leur plaisir. Parce que lorsque l'épervier meurt, la poule ne pleure pas. Ça je sais. Mais j'ai senti un réel attachement à la liberté de certains membres du pouvoir qui sont excédés par cette situation et qui n'ont pas le courage de dénoncer ça. J'ai senti cette réelle volonté parce qu'il y a des gens insoupçonnables qui m'ont joint. Donc, j'ai senti ça et j'ai compris finalement que je suis sur la bonne voie et que le chemin que j'ai choisi n'est pas mauvais, même s'il est hérissé de difficultés. Des difficultés pour un père d'assumer ses responsabilités, étant donné que quand on est en exil, on perd un certain nombre de privilèges, on n'est plus aguerri, on n'a plus toutes les armes pour pouvoir assumer ses responsabilités au sein d'une famille épanouie, c'est compliqué. Mais bon, c'est comme ça, le bord n'a qu'un seul œil, mais il pleure quand même. Le bord n'a qu'un seul œil, mais il pleure quand même. Donc, j'ai conscience de votre attachement. Merci beaucoup pour vos conseils qui m'ont permis. Et j'ai vu aussi même des membres de ma fratrie qui menaçaient de faire la grève de la faim, d'autres de se pendre parce qu'ils ne comprenaient pas que je puisse faire un choix comme ça au moment où la famille a besoin de moi, au moment où... Bon, mais comme je l'ai dit, j'attache du prix à ma liberté. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'émissaires qui sont envoyés pour tenter de me rencontrer, qui ne me rencontrent même pas. Parce que j'ai choisi un chemin qui présente plus de risques. Je n'ai pas voulu choisir la facilité pour dire que il faut
que j'obtienne tel acquis, c'est pas ça. Moi, tout pour moi, je n'ai jamais acquis quelque chose par facilité. Tout ce que j'ai acquis, c'est toujours au prix d'une âpre lutte. Dans le journalisme, ça a été ça souvent. C'est toujours au prix d'une âpre lutte. Je n'ai jamais eu les coups de grâce où quelqu'un vient me pousser comme je voyais certaines personnes, parce que c'est plus facile d'évoluer quand on vous pousse. Vous savez, il est plus facile de nager quand vous pousse le menton, quand vous attrape le menton. Il est plus facile de nager quand vous attrape le menton. Mais moi, je n'ai jamais eu ça. La vie ne m'a jamais fait de cadeaux. Et c'est une vie compliquée. Et cette vie compliquée fait parfois que je m'éloigne de certaines aussi opportunités. Je ne regrette pas, je vous l'ai dit. Même si je suis aveuglé parfois par le chagrin de ce qu'aurait été ma vie si j'avais choisi un autre chemin. Donc, c'est ça. Je vois des compagnons d'enfance qui sont devenus ministres, d'autres sont devenus directeurs généraux. J'aurais pu être comme eux. Et surtout quand je sais que certains n'avaient même pas les mêmes acquis que moi. Mais la vie, c'est un choix, quoi. On choisit la dignité, on choisit d'être l'homme intègre qu'on a toujours été. On ne choisit pas de donner son postérieur parce qu'il faut avoir un poste, ou bien entrer dans les loges maçonniques parce qu'il faut avoir... Non, ce n'est pas moi. Je crois que c'est des gens qui ne me connaissent pas. Et donc, c'est ça. Je ne rentrerai pas non plus au Gabon pour aller faire plaisir aux satrapes qui ont pris le pays en otage. Parce que, naturellement, la joie de la mouche tsetse, comme je l'ai dit, c'est de voir quelqu'un boire du marigot. La joie de la mouche tsetse, c'est de voir quelqu'un boire du marigot. Nous n'avons pas des gens qui sont aujourd'hui capables de transcender, de comprendre qu'ils étaient sur la mauvaise voie. Et que tout ce que nous avons pu faire, c'était dans le sens de les pousser à plus de responsabilités. On n'a pas ces gens-là, en tout cas. Le pouvoir n'a plus ces gens-là. Les grands médiateurs ne sont plus là. Ou d'autres ne sont pas écoutés. Ils ne sont pas responsabilisés. Pourtant, nous avons des sages qui sont là. Qui vont dire, bon, écoutez, le pays est tordu. Il faut qu'on s'asseye. Et il faut qu'on redresse ce qui est tordu. Mais on n'a plus ces personnes. D'où ma décision de rester, même si je dois mourir en exil, tant mieux. En exil, on peut enterrer quelqu'un dignement. Ici, il y a des assurances, décès, tout ça. Mais on choisit une voie. Je ne recule pas quand je m'engage sur une voie. Et surtout lorsque je suis convaincu qu'elle est la bonne. Parce que c'est ça ma particularité. Je suis convaincu que le combat que je mène, c'est un combat digne, un combat noble, parce que la survie du peuple gabonais en dépend, et aussi l'avenir de générations futures. Je me sens responsable de ces Gabons que je laisserai demain à mes enfants, à mes petits-enfants. C'est pourquoi je me bats. Aujourd'hui, je suis incompris parfois même dans ma famille. Mes enfants ne peuvent pas comprendre que je veuille mettre ma vie en péril parce que il faut sauver un peuple, surtout qui n'a pas l'air de suivre. Mais demain, ils comprendront. Ils comprendront le combat pour lequel je me serais investi toute la vie, le combat pour lequel je les aurais abandonnés, je n'aurais pas été là pour guider leurs pas alors qu'ils avaient besoin de moi. Ils comprendront ça demain. Et je me dis que si nous, les Vanciers, avaient mené ce combat-là, le Gabon serait à un autre niveau de développement, à un autre niveau de démocratie, qui va comprendre que, naturellement, qui devait faire comprendre aux uns aux autres que nous sommes dans un pays libre, un pays où chacun n'a pas besoin d'appartenir à des réseaux louches pour pouvoir réussir. Voilà un autre sens de mon engagement sur cette terrain montagneux. Donc, merci pour vos messages. Je sais que le pays est à la croisée des chemins et nous avons plus que besoin de nous souder. Nous avons plus que besoin aussi de redoubler de vivacité dans le combat pour donner l'estocade finale ou fatale à ces régimes obsolètes et corrompus qui nous maintiennent aux antipodes du progrès. Donc j'ai conscience de cette responsabilité historique que je porte avec d'autres sur nos épaules. C'est une tâche herculéenne que je prise depuis mon jeune âge et je ne saurais vous abandonner en cette période cruciale, au moment où vous avez besoin de moi aussi. Et j'ai mesuré un peu cette responsabilité
à travers vos messages, messages réconfortants. J'ai vu aussi des messages de résignation face à une décision qui semblait déjà irrévocable, mais elle n'était pas irrévocable parce que je n'avais pas encore signé. Ça faisait 4 mois de réflexion. Et pour ceux qui me connaissent, ils voient que j'ai perdu un peu de masse corporelle parce qu'il aura fallu réfléchir des jours et des nuits à la décision à prendre. C'est lourd. Ça s'est apparenté un peu à la dure décision que j'avais prise en 2007, je crois, où une de mes aînées, ma soeur aînée, était malade à l'hôpital de Bongolo. Et moi, je me trouvais à Chibanga en mission. J'accompagnais l'ancien vice-premier ministre Mbombo Meyakou. Et nous nous apprêtions à prendre l'avion à l'aéroport de Chibanga. Et tout d'un coup, j'ai renoncé à prendre l'avion pour retourner à Libreville. J'ai eu l'idée de prendre la route. Et il n'a pas compris. Monsieur Mbombo Meyakou dit, mais tu es venu en avion, tu veux prendre la voiture, si tu fais un accident, on dirait que je t'ai tué. J'ai dit, je veux prendre la route. J'ai envie d'aller faire un reportage à Bongolo, alors que ce n'était pas prévu dans mon itinéraire. Je ne savais pas parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de téléphone. Le téléphone n'était pas encore bien développé dans cette zone pour communiquer. Je ne savais pas que dans cet hôpital où j'allais faire le reportage, ma pauvre soeur aînée, même père, même mère, qu'elle était presque mourante là-bas. Parce qu'elle était dans une situation, une intervention chirurgicale où on devait lui faire l'ablation de l'utérus et tout. Mais c'était compliqué face à... Et le docteur Thompson, qui était à l'époque, avait dit qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne signer une prise en charge en disant on signe, c'était une opération à haut risque. C'est-à-dire que j'ai signé un document. Si j'ai signé, c'était son arrêt de mort, parce que si l'opération s'est passée mal, j'en portais l'entière responsabilité en disant c'est toi qui as signé le document. Il fallait recueillir l'avis des autres parents. Les parents disaient non, il ne faut pas signer parce qu'après, demain, on dira que c'est toi qui as signé l'arrêt de mort de ta soeur. La laisser aussi sans être opérée, elle allait mourir. Il fallait que j'intervienne. Donc c'est quand j'arrive à l'hôpital de Bongolo, je ne savais pas qu'elle était là, j'ai fait le tour des salles avec le docteur Thompson, que je vois sur le lit. Ma soeur, je la découvre comme par hasard qu'elle était là. Et je ne comprenais pas, je dis comment ça? Elle était presque dans un état comateux. Le médecin a dit, j'ai dit c'est ma soeur docteur. Il dit comment ça? J'ai dit voilà le nom. Ce nom que vous voyez là, c'est mon nom. Il dit mais là, elle est dans une situation compliquée. Nous n'avons pas voulu intervenir hier parce que il y a de fortes chances qu'elle laisse sa vie sur la table d'opération. Et il m'a dit si vous signez l'engagement, on fait l'opération. Mais si elle meurt, ça c'est vraiment à vous de voir. Alors, ça m'a perturbé dans le cours du reportage et il fallait réfléchir. J'ai demandé au docteur Thompson, j'ai dit, si je signe le document aujourd'hui, demain vous allez l'opérer? Il m'a dit, oui, je vais l'opérer. Et j'ai pris un hôtel à côté, à Lebamba, et dans la soirée, je suis revenu voir le docteur Thompson. J'ai dit, je vais signer le document. Si elle meurt, au moins j'aurais tenté de la sauver. Non seulement il manquait des sous, mais il fallait quelqu'un qui devait signer le document. Donc, j'ai pris le document. Je vous assure que ma main tremblait. La main tremblait. Et je suis resté au moins 15 minutes pour signer. Parce que j'avais avec moi la grande responsabilité. J'ai signé, ça s'est passé bien, tant mieux. Ça se passait mal, j'ai porté l'entière responsabilité. Je suis resté là. J'ai signé ça les larmes aux yeux. Et après, il m'a regardé, c'était quelqu'un de spirituel assez élevé. J'ai dit, docteur, vous me donnez un bistouri? Il dit, tu fais quoi? J'ai dit, je vais dormir avec le bistouri, là je vous amène ça le matin très tôt. Il m'a donné le bistouri. J'ai dit, c'est avec ce bistouri que vous allez pouvoir intervenir demain. Il m'a dit oui. Je suis allé dormir avec le bistouri là. Le lendemain matin, très tôt, à 7 h, je suis venu, je lui ai donné ça. Après, il m'a dit, on va commencer
à 8 heures pour opérer. Je dis bon, ok, je m'en vais, je ne veux pas rester là. Je suis parti en ville. Je suis allé à Lebamba, puisque Bongolo c'est un quartier de Lebamba, même si on pense que c'est une ville entière. Et une ville à part entière. Je suis parti, je suis revenu vers 11 heures. C'était angoissant, n'était pas encore sorti du bloc. Je voyais des médecins qui circulaient, ils étaient un peu nerveux. Je me suis dit, est-ce que je n'ai pas signé l'arrêt de mort de ma soeur? Et quelques temps après, vers midi, le docteur Thompson est sorti. Il a poussé un soupir et il m'a appelé dans son bureau. Il me dit, ça s'est bien passé. On attend qu'elle se réveille. Je dis qu'elle va se réveiller. Il dit, j'ai cette ferme conviction qu'elle va se réveiller. Et je suis reparti dormir, je ne mangeais pas, j'avais jeûné et tout. Et vers 14 heures, je suis revenu. Il m'a dit, oui, elle a ouvert les yeux, c'est bon. Et je me suis senti comme sauvé. Parce que c'était la plus pénible décision de ma vie que je prenais. Je n'avais jamais pris une décision comme ça. Une décision aux conséquences incalculables. Parce que, vous savez, les gens, quand tu réussis, c'est bien. Mais quand ça se passe mal, on te blâme. On dit que c'est toi qui es responsable de ça. Donc, vous voyez, cette décision que j'avais prise avec le docteur Thompson, ça s'est apparenté un peu à cette décision de partir servir en zone de conflit. Moi-même, j'ai été déjà en Afrique, j'ai vu des pays en conflit, comment ça se passe, où le journaliste vit 24 heures renouvelables. Ça a été difficile. Et j'appréhendais moi aussi. Je ne savais même pas annoncer ça aux miens, même pas à mes enfants. Mon fils a tenté de m'appeler plus de 7 fois. Je n'ai pas pu décrocher parce que je ne savais pas comment l'expliquer. Il ne pouvait pas comprendre. Il m'a envoyé un message que c'était incompréhensible, une telle décision et tout. Bref. Plus vos messages, ça m'a mené à prendre la mesure du problème, du risque et surtout l'importance de continuer à rester en vie pour mener ces combats pour la libération du Gabon. Merci donc pour votre soutien sans faille. C'est grâce à votre soutien au quotidien que j'ai cette rage de vaincre, que j'ai cette force de combattre les satrapes qui font tout pour que le pays reste aux antipodes du progrès. Et je sais qu'avec un peu plus de patience, on arrivera au bout de notre combat. Même s'il y a des trahisons, c'est ça, tous les combats du monde, il y a toujours des traites, il y a des gens qui nous laissent. C'est comme un voyage à bord d'un bus. Il y a ceux qui descendent dans le chemin. Quand vous arrivez au terminus, vous êtes seul parfois. Mais au moins, vous êtes arrivé au terminus, vous descendez. Donc, c'est ça, grâce à vos encouragements. Ok, je vous ai compris. On va faire ce qu'on a toujours fait. Continuer ce combat avec un peu plus d'amélioration pour ne pas tourner en rond, parce que c'est ce qui donne cette impression de lassitude, de déprime et surtout de faire du surplace. Et comme je l'ai dit l'autre jour, la monotonie est le pire ennemi dans toute entreprise humaine. Et j'évite donc la monotonie. Je vous ai compris. Merci pour vos encouragements. Merci pour tout. Et je mesure aussi que vous attachez du prix à votre pays, le Gabon, qui me manque tant, et que j'espère retrouver dès la libération de notre pays, que je vois aussi imminent, parce que tout ce qui se passe en ce moment-là, c'est déjà le début de la fin. C'est le début de la fin, et il soit que Dieu nous aide à donner l'estocade finale à ces régimes, pour qu'enfin, ensemble, on se remette à construire un Gabon nouveau. Un Gabon où chacun aura un sourire de joie. Un Gabon où les rictus de peine seront remplacés par les sourires de joie. Merci pour votre amitié, pour votre amour, pour votre fraternité. Et cela constitue une source d'inspiration et un facteur d'encouragement. Car les tam-tams encouragent le danseur. Bonne journée et à plus tard.
Thank you.